Dans l'histoire du Japon féodal, il y a des légendes qui traversent les siècles, des héros au destin incroyable. Mais parmi ces récits, un se distingue par son caractère unique, celui de Yasuke, le samouraï noir. Né en Afrique, il a traversé les océans pour se retrouver au cœur du Japon, où il portera l'armure et l'honneur des guerriers japonais. Ceci n'est pas une légende, mais l'histoire de Yasuke, le premier et seul samouraï noir du Japon. En ce début d'année 2025, Ubisoft nous offre la possibilité de jouer Yasuke dans leur nouvelle Assassin's Creed. Et du coup, je trouvais qu'il était intéressant de revenir un petit peu sur ce personnage nimbé de mystère. Alors entre mythe et réalité, fiction et jeux vidéo, comment cet étranger a-t-il réussi à s'élever dans une société si fermée? Quels exploits l'ont mené aux côtés du célèbre Oda Nobunaga? Et pourquoi son histoire a-t-elle traversé les siècles? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la fascinante épopée de Yasuke, un guerrier dont l'histoire défie le temps et les frontières. Nous sommes au début du XVIe siècle, et à cette période, le monde commence à se diviser entre les grands empires coloniaux d'Europe. Et l'un des plus puissants de ces empires est le royaume du Portugal, qui étend son influence de l'Europe à l'Afrique jusqu'à la lointaine Asie. Mais l'appétit de conquête du Portugal étant insatiable, ceux-ci vont continuer inexorablement vers l'Est, pour finir par atteindre le sud du Japon en 1543. Ils vont alors tisser d'importants liens avec les locaux, des liens tellement forts que le Portugal va jouer un rôle clé dans la géopolitique locale. En effet, durant cette période, les relations entre la Chine des Ming et le Japon est plutôt pourries. Et c'est là que les Portugais vont entrer en scène. Et parce que le commerce c'est toujours plus facile en temps de paix qu'en temps de guerre, ils vont jouer le rôle de médiateur entre les deux grandes puissances régionales. Achetant de la soie aux Chinois, ils la revendent à prix d'or aux Japonais. Et inversement, les Japonais revendent via les Portugais de nombreuses ressources aux Chinois. Grâce à ce petit business, tout le monde s'enrichit, et surtout les Portugais, qui voient certains d'entre eux fonder le port de commerce de Nagasaki. Oui, on parle bien de la même ville qui subira la deuxième attaque nucléaire de l'histoire en 1945. Avec sa position stratégique donnant sur la mer orientale de Chine, Nagasaki devient rapidement un lieu incontournable du commerce, un lieu d'échange entre l'Europe et l'Asie par l'intermédiaire des Portugais. Et dans ce nouveau monde plein de promesses, débarquent peu après les explorateurs et les marchands, un groupe de moines religieux prêchant la parole de Dieu, la Compagnie de Jésus, ou plus connue sous le nom de jésuites. Partis d'Europe, ces hommes sillonnent l'Asie avec pour mission de convertir le plus possible de monde au christianisme. Et là où en Amérique et en Afrique la conversion se fait plutôt lentement et non parfois sans une certaine violence, au Japon, l'influence des Européens et de leur religion est telle que de plus en plus de seigneurs japonais finissent par se convertir. Mais puisque j'ai rapidement parlé de l'Afrique, je vous propose de nous y intéresser davantage, car c'est là que l'histoire de notre protagoniste va débuter. J'avais précisé un peu plus tôt que les jésuites avaient parcouru la moitié du globe pour convertir les populations au christianisme, et leur chemin les avait menés jusqu'à l'Afrique orientale portugaise, plus connue aujourd'hui comme le Mozambique. On ne connaît pas le véritable nom de Yasuke, ni même sa date de naissance. La seule information à peu près sûre que l'on sache à son sujet est qu'il fut dès l'enfance offert ou bien vendu en tant qu'esclave aux jésuites. Et alors là, les sources commencent déjà à se complexifier, car malheureusement, il n'existe que deux sources véritablement sérieuses qui parlent de certains moments de sa vie. Histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon, écrit par le jésuite François Soulier, et un texte unique au monde, les propres mémoires du gouverneur japonais Oda Nobunaga de Gyuchi Ota. Vous comprenez donc assez aisément que la tâche pour comprendre sa vie est loin d'être facile, tant son histoire regorge de zones d'ombre. Même si son origine exacte est un mystère, on s'accorde à penser aujourd'hui qu'il serait originaire du Mozambique où se trouvaient les jésuites, mais d'autres parlent de l'Éthiopie ou encore du Soudan. Quoi qu'il en soit, Yasuke finit par quitter l'Afrique et embarquer sur un navire jésuite direction la ville de Goa en Inde. Oh, save me, Jesus! Maintenant adolescent, Yasuke s'est converti au christianisme et assiste les religieux dans leurs tâches quotidiennes. Et c'est là qu'un personnage va faire son apparition, un certain Alessandro Valigiano, un missionnaire jésuite, mais surtout le visiteur des missions aux Indes. Bon, un titre un peu pompant et présomptueux, mais en gros il était chargé d'organiser et de s'assurer du bon fonctionnement des cellules jésuites à travers l'Asie. Il est alors en Inde pour inspecter celle où se trouve Yasuke, mais il s'apprête à repartir pour cette fois-ci inspecter les résidences situées au Japon. Et Valigiano, il a besoin d'hommes fiables et robustes pour l'accompagner dans ce long et dangereux voyage.
Car oui, dans les années 1580, les accidents de navires et les nombreux périples marins, c'est pas ce qui manque. C'est ainsi que ce jeune homme, âgé désormais d'une vingtaine d'années, se retrouve enrôlé dans la flotte de Valigiano, à destination d'un pays qui lui est totalement inconnu, le Japon. Après un long voyage de 2 ans, des escales à Macao et en Malaisie, la flotte jésuite arrive sans encombre en 1579 au Japon, dans la région de Kyushu. Mais Valignano et Yasuke n'ont pas vraiment choisi le meilleur moment pour venir au Japon. En effet, le pays est embourbé dans ce qu'on appelle l'ère des provinces en guerre. Ces périodes sont également appelées période des royaumes combattants, ou bien époque Sengoku. Elle est marquée par de nombreux bouleversements sociaux, des intrigues politiques entre clans rivaux, et surtout un état de guerre quasi permanent. En effet, depuis 1460 et le début de la guerre d'Onin, le Japon est en proie au chaos, et ce conflit divise totalement le pays, réduisant l'autorité politique des shoguns de la dynastie Ashikaga au strict minimum. Le shogun étant alors à l'époque, car oui, selon l'époque, il n'avait pas toujours le même sens, un titre militaire porté par celui qui dirige véritablement le Japon. L'empereur, lui, était une simple marionnette et n'avait qu'un titre purement symbolique. Il était surtout là pour sauvegarder la tradition et assurer les rites religieux. Mais le problème est qu'à la fin de la guerre d'Onin, le Japon se retrouve sans un véritable shogun influent. Du coup, les seigneurs japonais se soulèvent et le Japon se retrouve divisé en de multiples fiefs indépendants et rivaux les uns des autres. Au final, quand on regarde le monde médiéval en globalité, que ce soit en Europe chevaleresque ou en Asie dans notre cas, la perte d'influence d'un pouvoir central ouvre bien souvent la porte à la rivalité entre petits seigneurs et à de nombreuses guerres aussi coûteuses et inutiles. Cette période brutale du Japon marque la mort du vieux Japon féodal pour le Japon plus moderne de l'ère Edo. La période Sengoku s'achève vers 1600 après un siècle et demi de guerre, marquant d'importants changements qui redéfiniront totalement l'ordre et la structure sociale, économique et politique japonaise. Bon, je sais, j'étais un petit peu rapide sur cette période, mais c'était surtout pour vous poser les bases, sans risquer de complexifier inutilement le récit. On est donc en 1579 lorsque Valignano et Yasuke débarquent en pleine période Sengoku. Malgré que le pays soit divisé en plusieurs fiefs, cela n'a pas empêché un certain Oda Nobunaga, membre ambitieux du clan Oda, d'entreprendre le projet fou d'unifier sous sa bannière l'entièreté du territoire nippon. Oda, c'est un daimyo, entendez par là un gouverneur, comme l'étaient nos ducs et comtes du Moyen-Âge. Il avait réussi, en quelques années, à sortir son épingle du jeu en s'imposant comme l'un des plus grands chefs de guerre de son époque, transformant sa province mineure d'Owari en un véritable royaume au cœur du Japon, étant même à 2 doigts d'unifier tout le pays sous sa domination. If you're not with me, then you're my enemy. Et c'est au même moment que Valignano et les jésuites débarquent à Kyoto, l'une des plus grandes villes du Japon, pour rencontrer Nobunaga. Et autant vous dire que Yasuke, quand il débarque à Kyoto, il passe pas du tout inaperçu. Et quand la rumeur d'un homme grand de taille et noir de peau circule dans la ville, c'est comme quand un influenceur est à Paris, tout le monde veut le voir. Faut pas oublier qu'à cette époque, les Japonais étaient en général relativement petits, et du coup, de son présumé 1m90, Yasuke dépasse largement tout le monde d'une tête. Aux yeux des Japonais, c'est un colosse. Les habitants de Kyoto, curieux, se pressent et se bousculent pour voir cet homme si différent. Yasuke se réfugie alors dans l'église jésuite de Kyoto, mais le bâtiment est rapidement cerné par la population. Des gens font parfois jusqu'à plus de 100 km pour pouvoir admirer cet homme unique au monde. Mais on leur raconte que la foule qui se tient est si nombreuse que les portes du bâtiment s'effondrent sous leur poids, tuant et blessant une dizaine de Kyotites. Yasuke devient alors une véritable attraction touristique, et évidemment, Valignano profite de la situation pour faire payer l'entrée. C'est là qu'Oda apprend qu'un homme noir comme le charbon est arrivé en ville avec les Européens. Curieux, il l'invite dans son château, et une fois face à lui, il est fasciné par cet homme. Bon, n'y voyez pas un comportement raciste, du moins pas selon la définition que l'on pourrait en faire aujourd'hui, mais plutôt une curiosité pure et simple devant un homme très différent de tout ce qu'il avait pu voir dans sa vie. Pour lui, c'est presque comme rencontrer un extraterrestre. Mais Oda, d'un naturel légèrement paranoïaque, reste quand même méfiant et va faire quelque chose d'assez étrange. Il ordonne que Yasuke soit déshabillé et souhaite qu'on le nettoie, car en réalité, Oda conserve des doutes et pense que ça pourrait être un Portugais qui se soit enduit d'encre pour le tromper. Sauf qu'après l'avoir fait frotter pendant de longues minutes, Oda se retrouve devant une simple vérité. Il est bien noir. Nani? Oda est alors captivé par ce jeune homme et une amitié entre les deux hommes commence à naître. C'est à ce moment que le jésuite obtient son nom japonais de Yasuke. En 1581, Oda décrit Yasuke dans son journal comme un serviteur noir, âgé de 26 ou 27 ans, d'une intelligence rare, fort et impressionnant, avec une force comparable à celle de 10 hommes.
Pris d'affection pour cet homme, issu comme lui de basse extraction, il demande alors aux jésuites de le libérer pour qu'il entre à son service. Le jeune esclave africain est désormais devenu un natamoto, c'est-à-dire un vassal, sous les ordres directs de Nobunaga. On peut dire qu'il a sacrément su faire sa place. Il jouit désormais de tous les privilèges des nobles. Il obtient des titres, des terres et des domestiques, et enfin, non pas le célèbre katana, mais un kisigata, une arme de petite taille. Le katana est lui, avant tout, une arme symbolique que possédait chaque guerrier. Le katana n'était pas utilisé lors de combats, les guerriers, ou bushi, se battaient davantage à l'arc ou à la lance. Yasuke apprend notamment les rudiments du bushido, le code des principes moraux des guerriers, et apprend par la même occasion à parler le japonais. Yasuke devient un proche d'Oda, devenant son porteur d'armes, un titre très prestigieux à l'époque, et a même le privilège de dîner régulièrement avec lui. Did we just become best friends? Yup! Il l'accompagne régulièrement en guerre pour le compte de Nobunaga. C'est au cours de ces batailles que la légende du samouraï noir est née. Les ennemis sont terrifiés devant cet homme imposant, apparemment invincible sur le champ de bataille. Parmi ces nombreux faits d'armes figure la bataille de Temozukan en 1582, qui marque la défaite de l'armée de Takeda, l'une des grandes familles japonaises, rivales d'Oda. Oda, de retour sur ses terres en 1582, se sépare de ses troupes et part, accompagné de Yasuke et de quelques gardes du corps, pour le temple bouddhiste de Hinokani. Dans la nuit du 21 juin, alors que Oda et ses hommes avaient baissé leur garde, le temple se retrouve soudain encerclé par ses ennemis. Ce dernier venait d'être trahi par l'un de ses meilleurs généraux, Akashi Mitsuhide. En fait, la mère de Mitsuhide avait été un dommage collatéral des guerres d'Oda. Mitsuhide décide alors de se venger et piège Oda et Yasuke dans le temple avant de mettre feu. Oda choisit alors de se faire seppuku, c'est-à-dire qu'il s'ouvre le ventre lui-même pour se tuer, une méthode de suicide assez courante à l'époque du Japon féodal lorsqu'on le souhaite sauvegarder son honneur. Mais Yasuke décide quant à lui de se battre pour conserver son honneur. Il se lance alors dans une bataille désespérée face à ses assaillants, mais parvint à s'échapper et à rejoindre le château d'Asushi, où se trouve encore le fils de Nobunaga, Oda Nobutada. Mais le château est lui aussi rapidement assiégé. Après une bataille féroce, le château tombe et Nobutada se fait lui aussi seppuku. Yasuke est cette fois-ci capturé puis présenté à Mitsuhide, mais alors qu'il s'attendait à être exécuté, le destin va en décider autrement. Mitsuhide méprise Yasuke. Pour lui, il n'a rien d'un japonais et ne vaut guère mieux qu'un animal. Il décide alors de le laisser vivre et de le renvoyer chez les jésuites. Mais ensuite on perd totalement sa trace, et c'est bien là le problème. Je ne peux pas vraiment vous raconter comment se termine sa vie, car après cet événement de 1582, plus aucune source ne mentionne ce que va devenir Yasuke, et on suppose qu'il a pu retourner auprès des jésuites du Japon, ou bien qu'il ait pu retourner en Inde. Mais ça, on ne le saura véritablement jamais. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai évité d'utiliser le mot samouraï, et ça pour une raison simple. Il n'apparaît pas dans les sources de l'époque. Selon les sources et les connaissances historiques que vous trouverez en description, la question du statut du samouraï à la fin du XVIe siècle est plutôt complexe. À cette époque, le terme samouraï n'était pas encore fixé, on parlait plutôt de bushi pour désigner les aristocrates combattants. Concernant Yasuke, deux hypothèses principales existent. La première, la plus probable, est qu'il était un trophée pour Nobunaga, utilisé pour impressionner ses pairs. Bien qu'aimé et qu'honoré, Yasuke n'aurait pas eu de rôle militaire concret. L'épée qu'il a reçue aurait été purement symbolique, et s'il a combattu, c'était uniquement pour se défendre. Dans cette perspective, Yasuke appartenait bien à l'aristocratie guerrière, mais sans être un véritable guerrier. La seconde hypothèse suggère que Yasuke aurait pu jouer un rôle dans la garde rapprochée de Nobunaga, ayant peut-être reçu une formation militaire avant son arrivée au Japon, par exemple en tant que garde du corps des jésuites. Cependant, cette idée est peu probable, car devenir un guerrier professionnel exigeait une formation longue, souvent débutée depuis l'enfance. Yasuke n'a passé que 16 mois au service de Nobunaga, un délai insuffisant pour maîtriser les codes et techniques des bushi. De plus, Yasuke n'avait pas de nom de famille connu, renforçant l'idée qu'il n'était pas pleinement intégré à l'aristocratie guerrière. En résumé, Yasuke a obtenu le titre d'Atamoto, équivalent à celui qui deviendra plus tard celui de samouraï, mais il est peu probable qu'il ait combattu comme un guerrier japonais traditionnel. Ainsi, Yasuke est à la fois samouraï et pas samouraï, une figure emblématique du Japon qui défie les catégories simplistes. Son histoire extraordinaire reste encore aujourd'hui un sujet de débat passionnant. Ses nombreuses adaptations en films, jeux vidéo ou animés démontre l'importance qu'a laissé Yasuke dans l'histoire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura permis de redécouvrir le personnage de Yasuke. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.